À toutes et à tous. Il est 17h30 heure de Moscou, donc notre briefing habituel, fidèle au poste, fidèle à l'heure et choses comme ça, avec toujours en compagnie d'Arnaud Dubien et d'Igor qui sont toujours en déplacement, mais fidèles également présents au Zoom. J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance en tant que nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie, puisque le board nouvellement élu à l'Assemblée générale hier, qui s'est tenu à Moscou, m'a élu donc en remplacement du président Kidek, que nous tenons ici à saluer cordialement, chaleureusement, et à remercier pour ses longues années de service au service de la Chambre, avec le succès que vous connaissez tous. On lui succède, on ne le remplace pas selon la formule, et on va essayer de faire au mieux pour traverser tous ensemble cette période compliquée avec les instruments qu'on a mis en place, dont ce briefing qui est toujours très apprécié, et je pense qu'on va tous ensemble réussir à traverser cette crise et la surmonter pour le bien de nos entreprises présentes en Russie notamment. On va commencer comme d'habitude par Arnaud qui va nous parler d'économie, de politique intérieure, et je suis sûr qu'Igor aura beaucoup de choses à nous dire sur l'extérieur également. Arnaud, c'est à toi. Merci Gilles. Bonjour à tous. Quelques mots d'économie en effet. Pour vous dire que l'indice PMI pour les services publié par S&P Global s'établissait à 43,7 points en octobre contre 51,1 en septembre. C'est donc une chute tout à fait spectaculaire qui reflète les premières conséquences attendues de la mobilisation partielle. Mais aujourd'hui, on a plus de nouvelles politiques qu'économiques. J'en ai au moins trois. En premier lieu, Dmitri Medvedev, ancien chef de l'État, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité nationale, qui a évoqué la possibilité de révoquer le moratoire sur la peine de mort en lien avec les actes de sabotage sur le territoire russe. Il a été contredit assez rapidement par le sénateur Klichas, qui préside la commission aux affaires constitutionnelles à la Chambre haute du Parlement. Il a également été contredit par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Mais en tout cas, cette déclaration a fait beaucoup de bruit en Russie. C'était probablement d'ailleurs le but de la manœuvre. Autre sujet du jour en Russie, qui est probablement un ballon d'essai, l'annonce par le président de la Commission des forces armées du Conseil de la Fédération, donc le Sénat russe, d'un débat sur l'extension à 2 ans du service militaire obligatoire. Je rappelle qu'il est actuellement d'une durée d'1 an. Là encore, il y a eu des réactions très rapides, notamment de M. Netchaïev, qui préside le parti Jean Nouveau. D'autres responsables de Russie Unie ont affirmé qu'il n'y aurait pas de suite, mais encore une fois, ce type d'initiative est rarement improvisée et anodine dans le contexte russe. Donc c'est un sujet à suivre. Un autre signal qui va un peu dans le sens inverse, on a appris hier que le ministère de l'Intérieur avait demandé au tribunal de Moscou de modifier les mesures prises à titre préventif contre, d'une part, le recteur de l'école supérieure en sciences sociales et économiques, la fameuse Chaninka, Sergei Zouyev, et l'ancienne vice-ministre de l'Éducation, Madame Rakova, qui avait été interpellée et arrêtée l'année dernière. Une affaire qui est passée un peu sous les radars en Occident, mais qui est perçue comme significative à Moscou de certains jeux de pouvoir. Elle a beaucoup ému dans le milieu de l'éducation supérieure, dans les milieux universitaires, d'autant que M. Zouyev est malade. Et c'est une décision assez inattendue qui a été confirmée aujourd'hui par le tribunal de Moscou. Donc, l'assignation à résidence est levée.
pour ces personnes, ce qui ne veut pas dire que les poursuites sont éteintes. Mais c'est un signal, encore une fois, positif et plutôt rare aujourd'hui en Russie. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. En résumé, on voit des flottements. On voit des flottements dans les cercles de pouvoir. On voit aussi, paradoxalement, plus de choses semblent se dire publiquement aujourd'hui qu'il y a quelques mois. C'est peut-être l'un des effets paradoxaux de la guerre en Ukraine, une forme de retour du politique, avec évidemment les bémols et les guillemets qu'il convient d'accoler à cette formule. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations? Parce qu'on m'a posé la question sur comment l'opposition de dirigeants du groupe Wagner et le gouverneur de Saint-Pétersbourg, c'en est où cette affaire de... Alors, par rapport à ce qu'on a dit lundi, pas de nouvelles à ma connaissance. Je rappelle qu'on avait fait état lors de notre dernier briefing d'une demande formelle, publique, de M. Prigojine, fondateur et directeur de Wagner, position qu'il assume aujourd'hui, une demande en direction du parquet général afin d'ouvrir une enquête à l'encontre du gouverneur de Saint-Pétersbourg, M. Beglov, tenez-vous bien, pour constitution ce qui ne manque pas de sel, constitution de groupes criminels. Donc ça aussi, fait partie de ces signaux intéressants parce que les conflits au sein de l'élite, au sein peut-être pas du commissaire, mais enfin Beglov, gouverneur de Saint-Pétersbourg, a évidemment toute la confiance du Kremlin, sinon il n'aurait pas été nommé à ce poste. M. Prigojine est quelqu'un de très important aujourd'hui pour le Kremlin aussi. Et bien le fait que ce genre de différends soit exposé sur la place publique, c'est assez nouveau. Ce n'était pas toléré il y a un an ou deux. Généralement, le Kremlin évinçait l'un ou l'autre des fauteurs de troubles. Manifestement, il ne peut pas le faire, si tant est qu'il le souhaite, à l'égard de M. Prigojine. Lâcher M. Beglov, qui a une réputation assez mitigée à Saint-Pétersbourg, qui n'est pas très populaire, serait peut-être, serait même sans doute trop donné à M. Prigojine. Donc mais en soi, c'est intéressant. C'est intéressant et ça veut dire qu'il y a, encore une fois, des interstices qui s'ouvrent sur la scène politique russe. Merci beaucoup. Igor, donc tu as peut-être des choses nouvelles à nous dire? Igor qui vient d'achever l'animation d'un thé dansant à l'EHPAD de Jack Lang de la belle cité de Blois. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'interstices qui s'y ouvrent, mais ouais. Et on ne veut pas savoir en fait. Ami Arnaud, à toi la parole. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors j'ai 3 thèmes à développer aujourd'hui. Une fois de plus, une fois n'est pas coutume, j'allais dire les céréales. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'OTAN et plus précisément de ce qui se passe vers les pays nordiques et je terminerai avec la Corée du Nord. Alors, pour commencer, le deal des céréales, l'accord céréalier que la Russie a accepté de rejoindre, plutôt de réactiver sa participation à l'accord sur les céréales dont elle avait suspendu en fait, la mise en application fin de semaine dernière. Hier, on a appris qu'elle revenait dans les mécanismes après qu'elle ait reçu de la part de l'Ukraine des garanties comme quoi Kiev n'utilisera pas les modalités de cet accord et principalement les corridors maritimes à des fins militaires, que ce soit pour acheminer du matériel de guerre vers les ports ukrainiens ou pour mener des attaques sur des bâtiments russes et des unités russes en Crimée en utilisant ces corridors. Alors, c'est un accord que le ministère de la Défense a reçu par le truchement de la Turquie et de l'ONU, puisque les Ukrainiens ne souhaitent pas contacter directement avec les Russes. Cela dit, les Ukrainiens aujourd'hui ont expliqué que, on cherchait un petit peu à nuancer la portée de ces éventuelles garanties.
toute cette histoire, si vous voulez, rétrospectivement, me laisse un peu l'impression que cette décision de suspendre la participation à cet accord a été un peu prise hâtivement. J'irai dans le feu de l'action après les attaques manifestement ratées contre les bâtiments de guerre russes à Sébastopol, qu'il fallait réagir, qu'il fallait taper du poing sur la table, marquer le coup. Et donc, ça a été l'annonce un peu précipitée de l'application des mécanismes de cet accord. Alors, pourquoi précipité? Parce qu'il me semble que les Russes ont probablement mal mesuré les conséquences en fait, de ce retrait, puisque se retirer de l'accord voulait dire soit qu'on allait mener de nouveau un blocus contre les ports ukrainiens, ce qui paraît quand même risqué à mettre en œuvre compte tenu de la menace en missiles antinavires qui est avérée d'une part, et puis des drones dont disposent les Ukrainiens et dont on a vu qu'ils savaient quand même pas trop mal les utiliser. Ou alors cela voulait dire arraisonner les navires qui quittaient les ports ukrainiens. Mais alors où est-ce qu'on les arraisonne? Dans le corridor, au large de la Turquie, dans les eaux internationales? Ça aussi, c'est problématique. En plus de la menace anti-navire que j'évoquais, ça risque de mettre en porte-à-faux la Russie vis-à-vis de la Turquie, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Et quant à l'hypothèse de détruire ces navires en mer, vous comprenez bien que là, il y aurait quand même un préjudice moral, enfin, vis-à-vis notamment des pays du Sud, qui serait difficilement assumable. Donc finalement, à mon avis, la conclusion qui a été tirée récemment à Moscou, c'est qu'on avait finalement plus à perdre à rester en dehors de cet accord qu'à y revenir, surtout que cet accord tient jusqu'au 19 novembre prochain et qu'il doit être a priori prolongé, mais c'est les modalités de cette prolongation qui font actuellement débat et qui sont l'objet de négociations, et qu'il y a toujours cette date fatidique du 15-16 novembre au G20 d'Indonésie, où là, manifestement, les Russes vont tenter, me semble-t-il, de jouer cette carte de l'extension du deal pour extraire des concessions dans ce cadre du G20, peut-être, hein. Notamment en ce qui concerne l'aménagement peut-être de sanctions, voire, très hypothétique, la levée de certaines sanctions pour avoir cet accord prolongé. Donc à suivre, on reparlera, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, on va reparler encore des céréales de cet accord céréalier dans les jours et les semaines qui viennent. Deuxième information du jour, la Suède et la Finlande. Le chef d'état-major suédois, tout comme le président finlandais, ont annoncé qu'ils n'excluaient pas la possibilité que leur pays abrite des armes nucléaires une fois que ces deux pays, la Suède et la Finlande, donc, auront rejoint l'OTAN. Cela dit, le chef d'État finlandais a expliqué qu'à ce stade, évidemment, cette question était prématurée, mais il a tout de même expliqué qu'il n'excluait pas cette hypothèse. Alors évidemment, là, il fait référence a priori, enfin, ils font référence a priori à des armes nucléaires américaines, tout comme il en existe stockées en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie, hein. Ce sont des armes nucléaires tactiques américaines qui sont stockées dans ces pays comme garantie de sécurité, ou en tout cas qui visent à rassurer manifestement ces pays contre des menaces éventuelles. Bon, donc les pays nordiques pourraient aussi manifestement recevoir ce type d'armement. Alors ça pose quand même des questions, même si pour l'instant on est vraiment dans des hypothèses. Je rappelle que ni la Finlande ni la Suède ne sont pour l'instant membres de l'OTAN, qu'il y a un processus de ratification qui est en cours, et que évidemment le gros morceau dans ce processus de ratification, c'est la Turquie, puisqu'à ce jour, pratiquement tous les membres de l'Alliance, moins deux, la Hongrie, à moins que la Hongrie l'ait fait entre-temps, mais certainement pas encore la Turquie, l'ont ratifié, et qu'il y a une échéance présidentielle au mois de juin prochain en Turquie, et que les experts s'accordent à dire qu'il y a peu de chances que Ankara ratifie l'adhésion de ces deux pays nordiques dans l'Alliance d'ici la présidentielle. Autrement dit, M. Erdogan va certainement utiliser ce dossier pour essayer d'avoir, comment dirais-je, faire monter sa cote de popularité potentiellement en Turquie. Alors, évidemment, ça pose question, puisque la Russie avait fait savoir au printemps assez rapidement, quand ces deux pays ont expliqué qu'ils souhaitaient rejoindre l'Alliance, qu'en soi, le fait qu'ils deviennent membres de l'Alliance ne serait pas perçu comme une menace par la Russie, ce qui était d'ailleurs assez surprenant. Mais en revanche, si jamais ils devaient abriter sur leur sol de manière permanente des troupes, notamment des troupes américaines, et à plus forte raison abriter des armes nucléaires, eh bien évidemment, on serait dans une toute autre optique, et que là, cela appellerait probablement des fameuses mesures militaro-techniques de la part de la Russie pour répondre à ce qui serait perçu comme une menace. Donc là aussi, à suivre, même si la perspective est quand même de moyen terme pour ce genre de développement. Et on va finir avec la Corée du Nord, puisque les Américains suspectent la Corée du Nord de livrer des munitions, des obus plus précisément,
à la Russie dont elle se servirait sur le champ de bataille en Ukraine. Alors ce sont des révélations de soupçons qui interviennent alors que, comme vous le savez certainement, la Corée du Nord s'est livrée ces derniers jours à des tirs de missiles balistiques de plus en plus nombreux et de plus en plus près et, des espaces aériens et des espaces maritimes de ses voisins japonais et sud-coréens, qui sont les alliés de Washington dans la région, que ceux-ci sont évidemment très inquiets à cause de ces essais. Donc ce sont des soupçons que les Américains nourrissent à l'égard de la Corée du Nord. Donc, après les drones iraniens, on a désormais les obus nord-coréens et peut-être que demain, on aura les supplétifs afghans. Qui sait, ça aussi, ça reste à suivre. Voilà, Gilles, pour aujourd'hui. Et nous attendons donc les questions. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas encore beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à en poser. Je pense que notre canal est ouvert pour les questions. Moi, j'en aurais une, Igor, concernant justement les attaques de Sébastopol. Tout ça, les Russes ont l'air d'insister lourdement sur la responsabilité britannique dans l'affaire. Est-ce qu'ils ont des raisons fortes ou pourquoi ils sont aussi fermes sur cette question? C'est pas nouveau, disons qu'ils ont déjà pointé du doigt officiellement responsabilité des services britanniques dans le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Peu de temps après, effectivement, comme tu le rappelles, ils ont expliqué que c'était les Britanniques qui étaient à la manœuvre pour coordonner ces attaques contre Sébastopol. Et d'une manière générale, les Russes répètent régulièrement que la planification opérationnelle ukrainienne est placée sous supervision anglo-saxonne, des Britanniques et des Américains. Donc ça rentre dans ce narratif-là. Et d'ailleurs, le terme anglo-saxon qui a été employé par Vladimir Poutine lors de son discours du 30 septembre, en expliquant que c'était quand même les anglo-saxons qui, d'une manière générale, tiraient les ficelles de cette histoire côté occidental. Donc, ils ont probablement des bonnes raisons de le croire. Il doit y avoir des éléments sur lesquels s'appuyer, j'imagine, hein, je ne sais pas. Et puis, d'une manière générale, c'est aussi, comment dirais-je, corroboré par la géopolitique de cette région depuis 2-3 siècles. Les Britanniques, depuis 2-3 siècles, sont quand même soit à travers l'Empire ottoman, puis maintenant peut-être à travers l'Ukraine, dans une logique de contenir, voire de refouler la Russie. Maintenant, les documents américains parlent de contraindre la Russie sur le moyen terme. Donc, je pense que voilà, ça s'insère à la fois dans un narratif, mais aussi dans la conviction que ce sont Londres et Washington qui tire un peu les ficelles de toute cette histoire et que les Ukrainiens, et je terminerai là-dessus, finalement, ne sont pas maîtres de leurs décisions, ne sont pas maîtres de leur planification, et ça rejoint le narratif là, du fait que l'Ukraine n'est pas souveraine à travers ces accusations. On est en pleine période d'Halloween, Igor. Crois-tu à l'union sacrée entre talibans et nord-coréens? Alors, je ne crois pas à l'union sacrée entre talibans et nord-coréens, mais visiblement en Israël, il y a de nouvelles unions sacrées qui ont lieu et qui font que M. Netanyahou viendra probablement au pouvoir d'ici quelques semaines. Merci pour ces éclaircissements nécessaires. Nous nous posions tous la question. Absolument. Vous allez peut-être pouvoir répondre l'un ou l'autre à cette question qui nous vient donc par notre canal Internet. Donc, vous pouvez poser vos questions par avance. Première question. Pourquoi Huawei quitte la Russie? Est-ce une raison économique? Alors, il faut être prudent sur cette nouvelle. Ce n'est pas la première fois que des rumeurs plus ou moins fondées portent sur un départ de Huawei. Tantôt, c'est une relocalisation au Kazakhstan, une fermeture de centres de recherche, suspension des livraisons. La vérité, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe et quelles sont les intentions du groupe chinois. Ce qu'on sait en revanche, c'est que d'autres groupes chinois, les banques chinoises, font attention lorsqu'elles voient arriver des dossiers russes. Les grands groupes chinois qui sont exposés en Occident, aux États-Unis en particulier, veillent à ne pas se mettre en porte-à-faux. Ce qui est parfois compris, parfois moins compris en Russie. Et ce qui donne évidemment lieu à des interprétations sur le thème « les Chinois, voyez, sont en train de lâcher la Russie ». C'est évidemment plus compliqué que ça. Il faut regarder au cas par cas. Je constate que Huawei est déjà lourdement frappé de sanctions occidentales et américaines en particulier, donc a priori moins sensible à ce type d'argument. Mais ce que je voudrais dire en conclusion, c'est qu'il ne faut pas extrapoler, encore une fois. In fine, chacun défend ses intérêts, la Chine défend ses intérêts, les groupes chinois
évoluent dans un monde globalisé. Par contre, ce qu'on voit aussi, ou ce qu'on voit moins d'ailleurs, c'est que des groupes chinois de taille moyenne ou des groupes régionaux, hein, notamment dans le domaine du raffinage pétrolier, investissent le marché russe. En d'autres termes, d'autres acteurs moins visibles apparaissent dans les relations commerciales russo-chinoises, ce qui permet en tout cas dans le domaine pétrolier, de maintenir les flux et de soustraire les grands groupes chinois à d'éventuelles sanctions secondaires américaines. Sachant qu'un groupe chinois de taille moyenne, Arnaud, c'est quand même 20 millions d'employés. Absolument, absolument. Merci pour ces éclaircissements nécessaires. Pavel, pendant que tu tiens ce micro, c'est une bonne chose. Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur la question que nous a été posée, à laquelle nous étions engagés à répondre. Absolument. Des appartements et de l'envoi de l'argent récolté ainsi en France. Oui. Voilà, donc la question qui nous avait été posée, à laquelle nous avions promis de répondre, concernait la possibilité pour un ressortissant français ayant vendu un bien immobilier en Russie de pouvoir rapatrier le produit de cette vente sur son compte français. Donc la réponse est oui, avec deux nuances. La première nuance, c'est que pour pouvoir faire cela, il faut avoir un Vitnagit, donc un permis de séjour. Deuxième nuance qui est plus, disons, subtile et plus complexe, parce que n'étant réglementé par aucune loi écrite ou orale, il faut que la banque française accepte ce transfert. Et alors là, rien ne l'autorise, rien ne l'empêche de le faire, et rien ne l'empêche non plus de refuser ce virement. Donc il faut faire un travail pédagogique et surtout bien documenter la transaction afin de mettre toutes les chances de son côté et faire en sorte que le virement puisse parvenir en France. Et nous avons déjà les remerciements de l'auditeurs qui avait posé la question sur l'immobilier. Donc, soyez-en remerciés directement. Alors, il y a une question d'ordre militaire à laquelle nous ne répondrons pas. Alors, il y a une double question, enfin deux auditeurs, mais qui est finalement sur le même sujet. Du côté occidental, ça fait plusieurs semaines que nous ne parlons plus des livraisons d'armes. Qu'en est-il? Avançons-nous vers une baisse de la médiatisation du conflit, notamment à l'approche des midterms américains? Si le camp Biden les perd, pourrait-on envisager un cessez-le-feu ou bien une paix? Et le complément de cette question, c'est l'aide occidentale à l'Ukraine peut-elle se tarir? Alors, peut-être commencer pour la réponse. De toute manière, d'une manière générale, l'hypothèse d'un cessez-le-feu, de manière générale, est quand même très supérieure à celle d'une paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moins pire qu'on pourrait avoir, certains diront le mieux, ce serait effectivement un gel des combats le long d'une ligne de contact qui reste à définir, avec des modalités qui restent à définir. Bon, aujourd'hui, ceci paraît quand même très très lointain, mais c'est plus accessible qu'une paix, parce qu'une paix, ça supposerait que les deux belligérants s'entendent quand même sur quelque chose de plus robuste qu'un cessez-le-feu, sur un accord politique, que, a priori, l'un des deux, en l'occurrence l'Ukraine, reconnaisse des pertes territoriales. Enfin, vous voyez, ça paraît quelque chose qui paraît quand même encore très peu probable, puisque, encore aujourd'hui, les Russes comme les Ukrainiens pensent pouvoir obtenir plus du champ de bataille que de négociations. Ce qui amène à la question des livraisons des armes, qui est directement liée à tout ça. Effectivement, on a l'impression qu'il y a moins d'annonces fracassantes sur la livraison de tel et tel matériel, parce que, si vous voulez, on est un peu dans un effet entonnoir. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu, comme je l'ai rappelé précédemment, le déstockage, ce que j'appelle le déstockage, certains diront le vide-grenier, où on a donné à l'Ukraine un peu tout le matériel ex-soviétique qui restait entreposé à travers l'Europe, et que manifestement maintenant on cherche même à aller chercher au-delà de l'Europe, dans certains pays du Moyen-Orient ou d'Afrique, pour le ramener vers le champ de bataille ukrainien, parce que les Ukrainiens savent l'employer, c'est du matériel qu'ils ont chez eux, alors sous différentes configurations, mais en gros, c'est des choses qu'ils savent manipuler et employer très rapidement. Puis ensuite, on est passé sur la livraison de systèmes d'artillerie occidentaux très très performants, très précis, avec des portées plus importantes, etc., dont on parle un peu moins, mais qui continuent à exister sur le champ de bataille. Les canons César sont toujours là, les HIMARS américains sont toujours là. Il y a d'ailleurs des nouveaux systèmes qui ont été livrés dans le précédent paquet d'aide militaire américain, le 19e en date, je crois. Et maintenant, la problématique, c'est celle de la défense antiaérienne, à cause des drones iraniens, à cause de peut-être demain des missiles balistiques iraniens.
Donc, il y aura une composante aussi antimissile peut-être, mais en tout cas, c'est la composante de la défense antiaérienne. Là, il faut d'autres types de matériel. On a vu que les Allemands ont livré des choses assez rapidement pour protéger notamment l'espace aérien autour de Kiev. Mais 3 semaines plus tard, il n'y avait plus de munitions. Il fallait remettre des munitions. Les Ukrainiens demandaient d'autres systèmes complémentaires à celui-ci. Mais on comprend que plus on livre des systèmes, plus derrière il faut livrer les munitions pour alimenter ces systèmes, parce que c'est un tout. Et en revanche, ce dont on parle un peu moins, mais qui existe aussi, ce sont les moyens de lutte anti-drone. Donc là, plutôt les brouilleurs ou les choses comme ça, que manifestement on pourrait livrer aux Ukrainiens ou tester en Ukraine contre les fameux drones, les munitions rôdeuses iraniennes. Alors après, il y a le matériel qui est demandé par les Ukrainiens, mais qui n'arrive pas. Et en fait, on parle beaucoup plus souvent de ce matériel-là, parce que les Ukrainiens font beaucoup de bruit autour. Et là, évidemment, on pense à Israël, puisqu'Israël est régulièrement sollicité par les Ukrainiens pour avoir du matériel de pointe, dans la lutte notamment contre ces drones, mais les Israéliens ne veulent pas livrer jusqu'à présent. Et puis il y a aussi, mais c'est moins connu, des pays européens qui sont assez frileux. Les Suisses, par exemple, bloquent la réexportation de matériel militaire allemand vers l'Ukraine, parce que ces matériels militaires allemands disposent de pièces, ou de composants ou de munitions qui sont fabriqués en Suisse. Et les Suisses ne veulent pas pas franchir ce pas-là, et que ce matériel-là se retrouve sur le champ de bataille. Donc après, ça renvoie à des considérations, je dirais, politiques. Mais le dernier paquet d'aide militaire américain, qui donc est sous forme de prélèvement fait dans les stocks de l'armée américaine sur executive order, entre guillemets, de la Maison-Blanche, et d'un montant de 275 millions de dollars, comme je le précisais la dernière fois, là où les précédents étaient de 700, 800, 900 millions de dollars. Alors là, on peut y voir aussi un geste politique à l'égard pour faire le lien avec la question de l'auditeur, de la bataille des midterms, puisque c'est un sujet qui est très sensible pour les républicains. Certains républicains expliquent que s'ils l'emportent, ils vont, je reprends leur expression, fermer le robinet à l'Ukraine. C'est une expression qui a été employée aux États-Unis. Une fois de plus, on l'a déjà dit ici, moi je suis assez sceptique sur l'idée d'un grand tournant dans la politique ukrainienne des États-Unis et surtout de contraindre la Russie. Il y aura peut-être des ajustements financiers, des arbitrages qui seront pas forcément favorables à l'Ukraine, mais sur le fond, je ne vois pas de grand tournant. Igor, un ami vigneron nous écrit là que tu devrais faire plus précisément le distinguo dans tes commentaires sur l'armement entre les drones sud et le drone nord. Le drone sud et le drone nord, d'accord, j'essaierai, je vais essayer. C'est pas évident. Il y a une question d'ailleurs sur les fameux drones qui viennent de faire leur apparition. Aussi, pour tout le monde, les drones, c'était des choses qui volent plutôt, et visiblement, il y en a qui naviguent aussi. Oui. Donc, ces fameux drones marins, d'où viennent-ils? C'est comme les pangolins de Chine. Voilà, exactement. Ouais, mais ceux-là, ils naviguent un peu moins. Donc là, c'est des drones flottants, enfin aquatiques, des sortes de ROV en fait, donc des véhicules qui sont opérés à distance, et qui sont, alors pour ceux dont on parle, là, pour Sébastopol, qui sont bourrés d'explosifs et qu'on va aller envoyer se faire sauter contre un bâtiment de guerre en l'occurrence. Alors, c'est là aussi où ça renvoie à la question d'avant que sur les Britanniques, c'est que manifestement, c'est quand même des choses qui sont largement d'inspiration, on va dire, britannique dans la conception, mais les Russes ont indiqué, me semble-t-il, publiquement, qu'il y avait de l'optronique dessus qui était canadienne. Donc, autrement dit, des systèmes de guidage qui viennent du Canada. C'est pas nouveau. Le Bayraktar, le fameux drone Superstar turc dont tout le monde parle depuis 2 ans, a aussi de l'électronique canadienne dessus. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau. Mais c'est doit être des choses qui doivent être partiellement assemblées en Ukraine, mais avec des composants qui viennent d'Angleterre, du Canada, de Nouvelle-Zélande. C'est un peu comme probablement, toute proportion gardée évidemment, comme le Bayraktar. Le Bayraktar, c'est un kit en fait. C'est des composants qui viennent des différents pays occidentaux, qui ont été assemblés dans cette firme turque et qui sont expédiés à travers le monde à leurs clients. Donc, c'est des choses comme ça, en fait. Si tu veux, ce drone-là, c'est un drone qui n'est pas sous-marin, c'est un drone qui est en surface et qui va aller s'écraser contre un navire. Voilà. Merci de toutes ces précisions. Suite aux déclarations répétées de personnalités politiques / médiatiques russes d'une guerre contre l'Occident, entre guillemets, une rupture des relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Russie est-elle envisageable? Une rupture en tant que telle, je ne pense pas, quoique il ne faut rien exclure en réalité.
Par contre, certains responsables russes, dont Dmitri Medvedev, M. Lavrov aussi, en d'autres termes, ont évoqué la possibilité, voire la nécessité de réduire la présence diplomatique russe en Occident. Mais ça ne veut pas dire rompre les relations. J'observe que, puisqu'on parle du Royaume-Uni, la Russie, au-delà des accusations, des convocations de Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni à Moscou au MAE, aujourd'hui même, n'a toujours pas décidé une telle rupture. Donc, s'il devait y avoir un changement d'attitude, je pense que les Russes commenceraient par le Royaume-Uni, avant l'Union européenne. Par contre, s'agissant de l'Union européenne, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Russie n'a pas remplacé son représentant, M. Tchijov, qui était en poste depuis 2005, je crois, qui est aujourd'hui sénateur. Il n'a pas été remplacé. Or, l'Union européenne, elle, a un représentant, un ambassadeur à Moscou, ce qui est assez étonnant. Et s'il devait y avoir, je pense, une dégradation des relations, on peut penser que la Russie demanderait à l'Union européenne de revenir à une forme d'équilibre, en d'autres termes, de rappeler son ambassadeur. Très bien. Alors, une question qui est plus technique, je dirais, mais alors on voit que les Ukrainiens arrivent rapidement à remettre l'électricité au courant parce qu'il y a des coupures au bombardement. Ces derniers sont-ils efficaces? Quel est l'impact voulu, psychologique, logistique? Il me semble qu'ils ont de plus en plus de mal quand même à réparer. Il me semble de manquer un peu de matériel, mais vous pourrez peut-être nous éclairer là-dessus. Alors, nous ne sommes pas électriciens, mais on peut se renseigner. Mais tu as raison, après les premières vagues de drones et de missiles de croisière, les coupures étaient de quelques heures. En d'autres termes, les Ukrainiens, après quelques heures, étaient capables de rétablir le courant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a des coupures quotidiennes, certes planifiées et prévues, donc annoncées à la population, mais de plus en plus longues. Alors, il y a une polémique sur l'état réel du réseau électrique ukrainien, le niveau des destructions infligées par la Russie. Est-ce que c'est 30%, 40%? Difficile à dire. En tout cas, l'Ukraine évidemment, qui exportait et qui envisageait de le faire de plus en plus de l'électricité vers l'Union européenne n'est plus dans cette situation. Ce qu'on voit aussi, c'est que depuis 48 heures ou 72 heures, les Russes semblent avoir, passez-moi l'expression, levé le pied, mais ce qui ne veut pas dire, à mon avis, qu'ils ont renoncé à cet objectif d'endommager au maximum le réseau électrique alors non pas avec des objectifs opérationnels, on sait que les armées en Ukraine comme ailleurs ne dépendent pas du réseau énergétique et électrique civil, donc ça n'a pas d'impact immédiat, ça n'a pas d'impact sur le caractère opérationnel des troupes ukrainiennes. L'impact, il est d'abord économique, il est aussi probablement sur le moral de la population, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les jours et les semaines qui viennent. En tout cas, ce que l'on croit percevoir, c'est quand même une inquiétude croissante dans les grandes villes ukrainiennes face à la perspective d'un hiver sans électricité et donc sans eau. Et les autorités polonaises envisagent une nouvelle vague d'émigration en provenance d'Ukraine à cause de cela. Donc, c'est évidemment un dossier à suivre. Il y a, exactement comme l'a dit Arnaud, il y a un effet cumulatif de ces frappes, c'est-à-dire au début, c'est du saupoudrage et effectivement, ils ont pu rétablir assez vite les choses. Puis bon, remonter un réseau électrique local, c'est une chose, mais reconstruire une raffinerie ou un site de stockage de pétrole, c'en est une autre. Donc, il y a l'aspect cumulatif et répétitif, et qui, mine de rien, avec le temps, en réalité, il y a un effet attritionnel, et donc il y a des choses qui vont être de moins en moins réparables, en tout cas de moins en moins vite réparables. Quel est l'impact? Comme ça a été dit, il y a un impact psychologique, même si dans l'immédiat, il y a un effet de resserrement, on serre les rangs, et plutôt comment dirais-je, voilà, enfin, les gens, au contraire, sont encore plus peut-être galvanisés derrière dans cette guerre, mais avec le temps, est-ce que ça va le rester? Surtout avec l'hiver qui va s'installer, c'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Puis, sur l'impact recherché, c'est évidemment désorganiser la logistique ukrainienne aussi, c'est-à-dire que tout comme les Ukrainiens, pendant l'été,
on réalisait des bombardements qui pouvaient paraître assez éparses, mais sur les arrières et sur les circuits logistiques russes qui amenaient vers le front, pour préparer notamment la fameuse contre-offensive de Kharkov, notamment. Hein. Là, moi, ce que j'y vois, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire chercher à désorganiser la logistique ukrainienne dans l'hypothèse d'une offensive ou une contre-offensive russe, mais qui, elle, va arriver quand même plus tard. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ça avant plusieurs semaines, voire quelques mois, mais on peut déjà peut-être en voir les prémices à travers ces bombardements. Bombardement qui concerne aussi le réseau ferroviaire, hein. Ça ne Oui, concerne pas la absolument. centrale électrique. Ouais. Et justement, Arnaud évoquait le spectre ou la possibilité d'une émigration massive des Ukrainiens vers la Pologne ou autre. Est-ce que c'est justement un des effets recherchés pour mettre plus de pression sur l'Occident? Alors, je sais, il faut voir si il y aurait une nouvelle vague, nul ne le sait. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que certains Ukrainiens qui envisageaient de rentrer au pays ont suspendu leur décision, ne le feront pas. Donc ça, c'est la première conséquence des coupures d'électricité. Est-ce que ça ira plus loin? Encore une fois, difficile à dire. Que cherchent les Russes? Est-ce qu'ils cherchent à provoquer une vague d'immigration, comme le disent les Polonais et d'autres, ou simplement à briser le moral de la population civile restante? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Des informations ont été publiées cette semaine sur la volonté des autorités russes de faciliter l'obtention de visas pour les ressortissants étrangers sans condition de réciprocité. Qu'en pensez-vous? Oui, alors ce n'est pas tout à fait nouveau, encore une fois, c'était évoqué depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc, ce n'est pas tout à fait surprenant. En même temps, la règle qui paraissait intangible jusqu'à présent, c'était justement la réciprocité. Donc, la Russie, je dirais, change d'approche, adopte une politique plus pragmatique. Je doute que ce soit dans l'optique de flux touristiques massifs, mais c'est plus un geste d'ouverture. Mais c'est assez surprenant, oui, quand même, puisque là, encore une fois, la règle d'or, c'était la réciprocité. Il me semble, si on regarde les choses un peu de façon pragmatique, la réciprocité dans le domaine des visas ordinaires et touristiques, effectivement, n'est pas forcément nécessaire côté russe. Il y a plus un côté effet d'annonce et sachant bien qu'il n'y aura pas grand monde qui va venir. Le tourisme étant fortement déconseillé en Russie par la plupart des gouvernements des pays émetteurs. En revanche, il me semble qu'il y a toujours une réciprocité très forte dans la délivrance des visas diplomatiques. Effectivement, nos diplomates ont beaucoup de mal à obtenir leur visa et inversement. Alors, une question plus intéressante aussi. Le projet ITER, malgré les sanctions, est toujours d'actualité dans la coopération scientifique qui se poursuit entre la Russie et la France. Quel en est le signe? Ou alors, plutôt, de quoi est-ce le Oui, signe? alors, effectivement, il y a eu une dépêche qui est sortie hier ou avant-hier à propos de l'envoi par la Russie, par des industriels russes, d'un élément important. Alors, je n'ai plus le détail, c'est un aimant géant, je crois, qui est en cours de livraison à Cadarache. Ce qui nous rappelle quelque chose de peu connu, c'est que, enfin, au-delà des cercles de spécialistes, c'est que le nucléaire civil n'est pas sanctionné. Le nucléaire civil est pour l'instant hors du périmètre des sanctions occidentales pour une raison très simple, c'est que les interdépendances sont encore plus importantes que pour le gaz, là où on a finalement commencé à couper, à trancher dans le vif. La Hongrie, mais également la France et bien d'autres pays, les États-Unis aussi d'ailleurs, n'ont pas intérêt à sanctionner Rosatom ou à s'engager sur cette voie-là. Donc, ça fait partie de ces îlots de coopération qui demeurent, effectivement. Et toujours dans le cadre de la coopération nucléaire civile, il y a un autre domaine où ça se poursuit dans ce périmètre-là, c'est tout ce qui se fait autour du recyclage des déchets nucléaires. Parce que là aussi, ça se continue, ça se poursuit sous le radar, entre guillemets, et ça fait partie donc de j'allais dire, de ces rares domaines dans lesquels la coopération n'a pas été brisée, et pour les raisons qu'a évoquées Arnaud notamment.
Question économique. Qu'en est-il de la compagnie aérienne Aeroflot sur le plan financier, ayant perdu en quelques mois une part importante de son activité internationale après l'impact du Covid même? Oui, alors je n'ai pas les chiffres précis de la comptabilité d'Aeroflot en tête. Ce que l'on sait, c'est que, comme le rappelle notre auditeur, la compagnie a déjà subi un premier choc en 2020 avec l'épidémie de Covid. À l'époque, le gouvernement avait renfloué la compagnie nationale. Elle avait annoncé de mémoire au printemps de nouvelles aides qui compensent partiellement, sans doute, la réduction de l'activité. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'Aeroflot cherche à redéployer ses vols avec de nouveaux hubs, avec de nouveaux vols vers la Turquie, mais également vers le sud au sens large et vers l'Asie. Après, l'autre question qui se pose, c'est celle de la maintenance. La maintenance des appareils, on sait que il n'y a plus Airbus et Boeing ne sont plus présents, qu'il y a un début de cannibalisation de certains appareils. Donc la question de la sûreté aérienne risque de se poser tôt ou tard pour Aeroflot. Donc Aeroflot, effectivement, a dû faire face à ces deux chocs, dont un qui n'est pas terminé avec la pandémie et maintenant l'opération spéciale et ses conséquences. Mais Aeroflot a deux gros avantages. D'abord qu'elle est adossée à un État directement et que par conséquent, l'État russe, quand il a renfloué Aeroflot, notamment, n'a pas eu besoin de demander la permission à qui que ce soit pour le faire, d'une part. Et d'autre part, il y a un territoire immense à desservir. Et ce qui permet quand même de maintenir des rotations d'appareils et faire tourner, entre guillemets, des appareils en desservant le territoire russe qui, comme chacun sait, est quand même très grand. Alors même s'il n'y a pas que des compagnies russes, il n'y a pas qu'Aeroflot, il y a d'autres compagnies qu'on connaît tous, hein, UTR, S7, etc. Donc il y a, pas de concurrence, mais un petit peu quand même sur le marché domestique. Mais cela dit, Aeroflot a aussi réactivé des destinations internationales. On a mentionné la Turquie, mais ça fait des mois déjà que ça dure sur la Turquie. En fait, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Sur Istanbul, il y a évidemment les dessertes vers l'Asie centrale, il y a des dessertes prochainement vers l'Égypte qui vont être réactivées à partir de la mi-novembre, des dessertes vers l'Inde, il y a les Maldives, enfin bref, les deux destinations des touristes russes. Et enfin, Aeroflot a, depuis le 24 février, cherché à racheter certains appareils auprès des compagnies de leasing, c'est-à-dire les compagnies de leasing qui, en réalité, la flotte d'Aeroflot, c'est à 90%, si je ne dis pas de bêtises, des appareils qui appartiennent à des compagnies de leasing, qui appartenaient à des compagnies de leasing, puisque les Russes ont, on va dire, pudiquement saisi les appareils après le 24 février. En tout cas, ceux qui s'étaient trouvés sur le territoire russe, si bien que ces appareils ne peuvent plus voler, plus forte raison en dehors de Russie, ils ne sont pas reconnus dans les registres internationaux. Et Aeroflot, depuis quelques mois, rachète certains appareils pour, entre guillemets, les blanchir, hein, comme on dit. C'est-à-dire que désormais, ils peuvent voler complètement à l'étranger et être rentrer dans les espaces aériens d'autres pays. Alors, pas l'Europe, parce que là, la question est vraiment politique, hein, mais en tout cas, pour ce qui est, par exemple, de la Chine ou ce qui est d'autres pays, il y aura moins de difficultés à faire accepter la reprise de certaines dessertes, surtout si jamais ces dessertes sont opérées par des appareils russes qui sont réenregistrés proprement dans le registre international et qui ont été rachetés auprès des compagnies de leasing auxquelles elles appartenaient initialement. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus beaucoup de questions. Je pense que ça va être la dernière avant la fin de ce briefing. La fermeture de nombreuses entreprises françaises, j'imagine, impacte-t-elle lourdement la CCIFR et nuit-elle à sa capacité de défendre les entreprises françaises? Alors, il se trouve qu'on a c'est pas une énorme surprise, mais enfin quand même, on était assez agréablement surpris de constater qu'en réalité, nous avons le même nombre d'adhérents que l'année dernière. Donc, l'Assemblée générale d'hier a été un peu l'occasion de faire le point. Et donc, on s'est rendu compte, justement, malgré le départ d'entreprises, quelquefois des choses très visibles, comme ça, on a un nombre d'adhérents qui est constant. Et donc, ça nous permet de conserver toute notre capacité en tant que chambre de commerce d'intervenir dans la mesure de nos moyens, bien sûr, et des conditions locales, mais donc pour soutenir nos membres. Encore une fois, le rôle de la chambre ici, c'est de défendre et d'aider les entreprises françaises qui sont restées en Russie, qui vont essayer de survivre dans l'attente de jours meilleurs, parce qu'il est important, nous le pensons et nous en sommes convaincus,
que la France et ses entreprises soient en position favorable dès que la reprise sera possible. Il est très important justement que nous gardions autant que possible nos positions et que nous soyons prêts à nous redéployer dès que ce sera possible. Pavel, vous voulez attaquer? Non, rien à ajouter, effectivement. On a un membership qui se maintient avec stabilité autour de 300 entreprises membres. Voilà, on ne peut pas dire que nous ayons été happés par un tsunami ces derniers mois. En tout cas, voilà, il y a du pain sur la planche et ma foi, nous nous y attelons. Merci de votre écoute, de votre présence. La semaine prochaine, rendez-vous au rendez-vous traditionnel, lundi, jeudi à 17h30, heure de Moscou, 15h30, heure de Paris, avec l'heure d'hiver. Et puis le petit traditionnel, hotline, le fil Telegram. Bien évidemment, les emails, tenez bon. Et plus que jamais, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Au revoir, à bientôt.